Voilà, on refait le Cameroun ce matin sur la mort de Germaine Aïdjo, son inhumation hier près de son mari, dans l'indifférence totale du Cameroun, son pays natal. Donc on en parle ce matin avec nos différents invités. D'abord vous, Sambaka de l'AFP, désormais l'Alliance des forces progressistes. Bonjour. Bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous les auditeurs de Radio Equinox. Voilà, merci de nous retrouver. Vous êtes une mémoire géante pour le Cameroun et sa vie politique. Nous avons également ce matin Ed King, Edouard Kingé, éditorialiste au quotidien Le Messager, mais également l'un des journalistes ayant rencontré Germaine Aïdjo. Bonjour Ed King, bonjour Edouard Kingé. Bonjour à tout le plateau, c'est ça qu'on dit. Bonjour à Sabaka, avec lui on a toujours refait le monde. On se rend compte que c'est le monde qui nous refait, mais sinon nous sommes là. Voilà, c'est un honneur pour moi de vous accueillir. Vous êtes une mémoire de journalisme et pour nous autres de la jeune génération, c'est avec beaucoup, on va dire, d'honneur et de plaisir qu'on vous reçoit. Bon, Bengal, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à nos auditeurs, à nos invités et surtout une grande surprise à Monsieur Edouard Kingé, oui. Qui ont corrigé mes premiers papiers. Oui. Oui, tout à fait. Ah oui. Avec lui, Jacques Dobel, tout à fait, Alfred Baïga qui est décédé, et moi, Kaminele. Donc, j'ai commencé à lui rendre un hommage en disant que pour nous autres, la jeune génération, c'est vraiment de rencontrer une telle mémoire, une telle légende du journalisme. Et vous aussi très avancé. Vous êtes une mémoire. Une mémoire aussi. Vous faites le même témoignage. C'est extraordinaire. Absolument. D'abord, pour la petite histoire, je pense qu'il faudrait le dire, c'est le premier qui m'a dit on nous a réduit aux chiens écrasés. Peut-être vous ne savez pas, c'est que fait divers. Bien sûr, fait divers, oui. Il dit méfiez-vous toujours. Chaque fois, on vous présentera la main courante de la gendarmerie et de la police. Prenez-en, ne faites pas de problème, mais continuez avec des témoins chaque fois qu'on vous renvoie sur le terrain. Oui. Prenez, mettez à côté. Mais c'est des pistes pour aller vers l'information. Ne vous limitez pas à la main courante de la police et de la gendarmerie. Voilà. Donc, voilà. Ed King avec nous dans ce studio ce matin, c'est le plus grand hommage que nous puissions faire. Vous savez, c'est toujours j'en perds mon latin ce matin parce que de rencontrer une telle personnalité dans ce métier, et il faut le faire. Alors, je l'ai dit un instant, Ed King, Edouard Kingé, Monsieur Edouard Kingé, vous avez rencontré Germaine Aïdjo, vous avez discuté avec elle. Racontez-nous les circonstances de votre rencontre avec l'ex-première dame du Cameroun entre 1960 et 1982. C'est un peu lointain quand même. Il faut dire que c'était en 92 à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Sénégal. Et mon ami Pius Ndiawa et moi, on a décidé que on va aller couvrir cette coupe. Mais on ne couvre pas l'événement. On couvre ce qui est derrière le rideau. Alors, derrière le rideau, il y avait Germaine. C'était la plus proche sociologiquement. Et donc, j'ai cherché à retrouver Germaine, non sans mal, mais j'ai pu la retrouver dans son appartement près du bord de la mer, ou qui connaît Dakar, la Corniche. Oui. Et elle m'a accueilli tout de suite, parce que pour elle, voir un Camerounais, c'était toujours de la joie. Alors, vous demandez comment ça s'est passé. Oui. Je vous ai donné les circonstances. Maintenant, vous imaginez pour un journaliste qui est en face d'une figure emblématique comme Germaine, c'était de lui demander à quel rythme bat son cœur de veuve, exilée à des centaines, des milliers de kilomètres du Cameroun. Elle m'a dit qu'elle est là. Elle borde ses enfants. Il y avait ses 3 enfants autour d'elle. Ils étaient encore tout petits. Babette, les autres. Oui, Aminatou et le 3e. Oui. Il faut dire qu'elle a eu... Le couple avait 4 enfants.
le premier né du premier mariage de Germaine. Toufik, je crois. Oui, Daniel Toufik, avec un Libanais. Elle a eu cet enfant avec un Libanais. Oui, avec un Libanais. Et ça n'a pas trop marché. Et elle est revenue. Et c'est là où elle a rencontré Aïdjo. Et ils se sont mariés parce qu'ils aimaient la culture. À l'époque, Germaine était une jeune métisse qui aimait lire. Ah bon, elle est métisse? Oui, elle est métisse, elle est corse. D'accord. Elle est née corse. Son père était un corse. D'accord. Mais Abawa, qui l'a adopté, était le mari de sa mère. D'accord. C'est son père adoptif. Mais elle-même, elle est née corse. Et c'est grâce à ça que Ojula l'a récupéré pour lui donner une bourse. Ojula, qui était à l'Assemblée territoriale du Cameroun, ouais. Il lui a donné une bourse. Elle est partie faire des études de médecine, option infirmière, des maladies tropicales. Et donc, elle aimait la lecture, les romans. Hein? Elle aimait la lecture, vous avez dit. La lecture. Oui, elle aimait la lecture. Aïdjo aussi l'aimait beaucoup. Oui. Il faut dire qu'à l'époque, n'en plaise à mon ami Mbombok, Aïdjo était un surdoué. Il aimait bien lire. Et de fil en aiguille, les deux se sont... Je sais qu'il doit y avoir eu un coup de pouce du faiseur des métis de l'époque. Les métis étaient suffisamment encadrés à l'époque. Un peu comme à Dakar. Hein? À Dakar, il y a ce que Senghor appelle les signards. Signards, c'est les métis. Et, ouais, et ils habitaient, ils leur avaient fait des domiciles à l'île de Gorée. D'accord. Où on trouvait les signards. Donc, alors, elle était métisse, corse, et elle a donc rencontré Aïdjo, et puis ils ont commencé leur romance. Et se sont mariés très, très vite. Toufik est même là, je crois qu'il est vivant, il doit être à Bafoussam, je crois. Il était installé à Bafoussam, maintenant il a Yaoundé. Ah bon, d'accord. La dernière fois que je l'avais vu, c'était à Bafoussam, il travaillait à une société des eaux ou d'électricité, quelque chose comme ça. Oui. Et donc il se marie. Oui, il se marie. Voilà. Alors, mais quand vous l'avez rencontrée, qu'est-ce qui vous a frappé chez elle? Son extrême gentillesse. Son extrême fragilité. Son amour pour le Cameroun. Vous vous rendez compte qu'elle était exilée, on lui avait retiré son passeport, et sa mère est morte à Mokolo, elle n'a pas eu l'occasion d'aller lui fermer les yeux. Tout ça, il fallait beaucoup de courage. Heureusement qu'il y avait le président Diouf Abdou Diouf. Oui, Abdou Diouf, qui lui rendait visite quand elle en avait l'occasion et qu'il avait mis à l'aise, qu'elle n'ait pas de problème. Mais il faut dire elle m'a dit que la fortune supposée qu'on prêtait à son mari. Son mari avait une maison vers l'hôpital Le Dantec à Dakar. Et elle a dû mettre ça en location. Une ambassade a pris ça en location. Elle a donc pris un appartement modeste pour élever ses 3 enfants. Donc ça veut dire qu'elle n'a jamais reçu de pension du Cameroun. L'État du Cameroun ne lui a jamais donné de pension pour vivre en réalité. Bon, c'est peut-être entre Paris et Washington, c'est pas encore arrivé. Mais maintenant qu'elle est morte, je ne sais plus à quoi ça va servir. Oui. Non, les ponts étaient coupés. Les ponts étaient coupés. Je crois même que le courant n'est jamais passé entre Germaine et le couple Biya. Là, il y a une anecdote, quand Aïdjo a quitté le pouvoir, on l'a logé à la villa des hôtes à Montfébé, là-bas. Et bon, un jour, c'est Germaine qui me raconte. Biya et Jeanne, Irène, son épouse, qui était aussi infirmière, sont partis une visite de courtoisie. Et pendant qu'ils étaient là, ils prenaient le thé.
un membre du personnel attaché au service de M. Ahidjo a fait signe à Germaine. Parce que Germaine était très modeste, hein, il causait avec tout le monde et tout ça. Et Germaine est parti la suivre à la cuisine. Il lui a dit, les gens là, c'est vous-même qui savez ce que vous avez voulu faire. Mais moi, je n'y crois pas beaucoup. Alors, elle a gardé ça. Elle n'a pas dit à son mari, surtout que peu après, les nouvelles ont commencé à... Elle a gardé ça comme ça. Alors j'ai dit, mais comment même le président a pu faire des erreurs pareilles en nommant un président qui n'avait pour tout bagage que l'administration, même pas la politique. Oui. Il était, comme on dit prosaïquement, avec le bic, comme tous les fonctionnaires. Comment vous avez pu faire une erreur? Il dit, mais elle était... Ça l'a énervé. Il dit, mais vous aussi, vous avez applaudi. J'ai lu dans la presse, Sugar, le renouveau et tout. Donc nous avons cet appui que vous lui avez donné est une erreur qu'il faut partager avec nous. On ne connaissait pas l'homme. Vous savez, elle a dit, si quelqu'un, il faut se méfier des gens silencieux, des gens calmes, qui ne s'énervent pas, parce que le jour où ces gens-là, vous vous rendez compte que ces gens-là ne sont pas ce qu'ils sont, que c'est de l'hypocrisie, il ne restera que vos chaussettes trouées qu'ils vous laisseront. Ils vous auront tout pris. Oui, d'accord. Sambaka, vous avez connu Germaine Ahidjo. Qu'est-ce que vous retenez de cette toute première dame du Cameroun? Je dois dire que Edouard a brossé le tableau. Ce que je peux ajouter, c'est que j'étais en France en 1976 et j'allais dans le midi de la France, du côté de Lavore et de Castres. Et un de mes frères qui m'avait précédé se trouvait en vacances chez l'abbé Soret, qui était curé ici à Douala, Dominique Savio. Donc les relations de famille et autres. Et c'est lui qui m'a montré la grande école. Cette grande école où a fréquenté Germaine Ahidjo, elle n'était pas la seule. Elles étaient deux grandes Camerounaises qui ont été à cette école d'infirmières d'État. Il y avait elle et puis Madame Titi Priscille, c'est-à-dire l'épouse de l'ancien directeur de la BEAC, Titi Gottlieb, qui s'avère être mon oncle, qui était mon oncle, voilà. Donc j'ai vu cet immense établissement. Et ce que je dois dire, c'est que à cette époque-là, je crois, je pense que Ahidjo avait plutôt enlevé cette femme à Toufik, parce qu'elle était mariée à ce Libanais. Il faut avouer qu'elle-même, vous avez suivi son parcours, largement cultivé, et de la classe à cette époque où les métis, n'est-ce pas, n'étaient pas tout à fait noirs, donc bénéficiaient d'un encadrement. Je crois à Yaoundé, il y avait exactement aussi cette maison de métis. Voilà, des maisons de métis, où les métis se retrouvaient avec tous les privilèges. Donc vous pouvez comprendre que c'est une femme de culture qui a été vraiment encadrée, qui a eu une bourse, qui est allée à l'étranger, qui s'est frottée à pas mal de choses, et elle aurait pu choisir de rester blanche, parce que métis c'est blanc et noir. Bon, dans sa première expérience, ça a été un Libanais. Bon, ça veut dire qu'elle se rapprochait des Noirs. Et je crois que Ahidjo, qui à cette époque était déjà marié, avait eu un fils, un Badjika, a trouvé cette femme et il était en train de monter. Il était en train de monter en puissance et il s'est dit, si j'ai réussi à avoir cette femme, ça veut dire que j'ai réussi. Parce que à cette époque, il n'y avait pas, on les comptait au bout des doigts, les femmes de cette nature, de ce calibre-là.
On les comptait au bout des doigts. Donc c'est un coup terrible que Amadou Ahidjo a réussi, n'est-ce pas, en prenant cette femme et en l'épousant. Donc elle était à côté de lui, elle était une femme que tout le monde aimait. Parce que non seulement elle était une très belle femme, mais elle était très élégante. Je me rappelle encore en 1963, quand Ahidjo va chez Kennedy, je crois c'est, comment s'appelait, c'est la femme de Kennedy, elle était... Jackie était réputée être une femme élégante. Oui. Mais elle a trouvé une Africaine qui était élégante, qui avait son style. Et ça, c'est les yeux d'enfant. Quand nous voyons ça, nous étions fiers du Cameroun. Nous étions fiers parce que on avait l'impression que on dépassait ces gens. Parce que cette femme, avec sa culture, elle avait déjà quelque chose de plus. Donc les yeux d'enfant, voilà ce qu'on remarquait. Une femme qui était très belle, très élégante, très cultivée. Et si vous voyez, partout où elle est passée, elle était à l'aise. C'est-à-dire qu'avec les autres femmes de chefs d'État à travers le monde, elle savait parler, elle savait discuter, elle savait utiliser, n'est-ce pas, sa culture, et elle avait cet esprit qu'Ahidjo avait de dominer. C'est-à-dire que de ne pas sortir médiocre. La médiocrité était interdite. Vous voyez? Donc c'est cette image-là. C'est pour cette raison que nous qui avons un certain âge, on a toujours essayé d'aller dans le sens de faire au mieux. Il ne faut pas se contenter des avantages et de tout ce qu'on a. Il faut aller au mieux. Et c'est cet esprit, à cette époque, que les Camerounais avaient. L'excellence. Mais quelle première dame elle était, justement, parce que les Camerounais sont habitués, ont été habitués à Chantal Biya, les œuvres de Chantal Biya, les œuvres caritatives et tout le reste. Mais quelle première dame était Jamène Ahidjo? Elle ne faisait jamais la concurrence avec son mari. Elle savait le domaine de prédilection de son mari. Mais il faut aussi mettre le contexte. Parce que quand Ahidjo arrive au pouvoir, il y a ce problème-là des nationalistes. Vous comprenez? Il y a le problème des nationalistes. Et je ne pense pas que Ahidjo, dans le traitement de ces dossiers des nationalistes, avec toutes les tueries qu'il y a eu, avait impliqué son épouse. Il ne l'avait pas fait. Ça se ressentait qu'elle était en dehors de la gestion politique du Cameroun. Oh oui. Vous voyez, ça se ressentait. Donc nous n'avions pas encore cette histoire où on confond entre le mari et la femme. Elle n'était pas présidente des femmes de l'UNC. Je veux dire que... Non, c'était une grande dame. Oui. C'était une grande dame. Elle savait laisser à la politique la politique. Elle était l'épouse, c'est-à-dire qu'elle donnait une image de l'épouse du président à travers le monde entier. Elle était plus diplomate que politique. Vous comprenez? Elle était plus diplomate que politique. Donc, elle nous a donné cette... On n'a pas vu une femme impliquée dans les affaires de l'État. Et même pas du parti? Sauf que, oui, avec toute la sagesse et toute la culture qu'elle avait, forcément qu'elle discutait avec son mari. Mais il était question, pour nous qui observions, qu'on ne sente même pas un seul instant qu'elle influençait, elle influençait quoi que ce soit. La preuve, c'est que quand son mari démissionne, elle aurait souhaité que ce soit Eboa Samuel qui remplace son mari. Mais vous savez, les femmes d'aujourd'hui, si une femme aujourd'hui a cette position, mais elle ne va pas laisser. Donc son mari a fait son choix. Elle n'a pas pu influencer le choix de son mari. Elle l'a regretté, mais ce n'était pas elle qui était la présidente de la République. Donc, ça aurait été elle, comme elle l'a dit elle-même, ça aurait été Eboa Samuel. Mais son mari a fait un autre choix et elle a respecté ce choix. Donc, je crois que la culture, c'est quelque chose de formidable. Parce que quand on a cette culture, on sait se mettre là où il faut se mettre. En général, vous voyez, les gens de culture connaissent leur place. Ils travaillent abondamment à leur place et la cohésion qu'il y avait entre Ahidjo était celui qu'on connaissait comme sanguinaire. Mais Madame Ahidjo était la femme la plus douce du monde. Vous voyez cette jonction-là.
Ce qui fait que, bon, sauf si Bob Orbegan, qui lui était du côté opposé, a des souvenirs, mais moi, je n'ai aucun souvenir que cette femme influençait. Edouard King veut dire quelque chose. Allez-y, Edouard. J'aimerais ce que le président Bakadi avait cloisonné sa vie. Il y avait la vie publique. C'est le sanguinaire pour faire plaisir à Bombok de la République qui a fait beaucoup de mal aux nationalistes. Mais il n'était pas seul, il était cornaqué, comme on dit, par Ojoula et les autres, c'est eux qui dirigeaient. Effectivement. Aïe avait d'abord été pris pour le moindre mal. Aïe a gagné ses galons au pouvoir. D'accord, c'était un élu avant d'être président. Mais il s'est imposé. Il s'est imposé d'ailleurs comme nationaliste à une époque. On sait que Aïe, par exemple, la guerre du Biafra, il n'a pas voulu de ça dans son territoire. Mais ce que je voulais dire pour Madame Aïe, c'est que elle m'a dit quelque chose. Elle dit que sa fille, qui était au lycée Leclerc, où Ebois était censeur, a été punie par Ebois, qui l'a renvoyée à la maison. Elle est partie à la maison. Les enfants ne parlaient pas avec Aïdjo, ils parlaient avec leur mère. Aïdjo, c'était une autre stature. Et il ne mélangeait pas les affaires de la République avec les affaires de la maison. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur là qui m'a chassé. Tu as fait quoi? Comme tous les enfants, je n'ai rien fait. Ok. Elle dit, j'aurais pu en parler à mon mari, mais j'ai hésité longtemps parce que c'est des affaires de ménage des enfants. Il faut lui épargner cela. Malheureusement, il a eu une autre source de cette affaire. Quelques jours plus tard, il a appelé Germain et dit, mais comment tu n'es pas au courant? Je suis au courant, mais comment tu m'as caché ça? Il dit, mais attends, ça c'est mon domaine là, ce n'est pas ton domaine. Et je vous épargne la suite, vous la connaissez. Et Boa qui est appelé, qui est salué, et Mongoso qui lui dit, on t'appelle là-bas, hein, si il sait pas ce que tu as fait, mais il faut être sérieux dans ce que tu as sanctionné la fille d'Aïdjo. Donc il partait avec le sentiment de celui qui va à l'échafaud. Oui, qui va se faire remonter les bretelles. Voilà. Il est revenu ministre. Plus Regaïadi, en fait. Ouais. Oui. Bombok, justement, veut... Oui, Bombok, allez-y. Non, je ne veux pas... C'est exact ce qu'ils ont dit. En réalité, en épousant des sources qu'on a germaines, en enlevant, parce que voilà, il l'a enlevé. À Toufik, donc il lui a arraché sa femme. Oui, tout à fait. Tout à fait. En l'enlevant, en fait... propre des Camerounais. Effectivement, ce qu'ils ont dit, Aïdjo voulait concilier les deux. Il y avait eu un événement ici à la salle des fêtes d'Aqua, en 1954, où Wandje avait, j'allais dire, contrarié Senghor. Contrarié Senghor, il commençait déjà à parler des problèmes de l'autonomie interne, parce que le Cameroun, le Togo et l'UPC avait un allié, son Poprizo, dans les trucs. Bon, comment faire? Et qui était également menacé de l'autre côté, procès ici, Wandje qui est affecté 3 fois par et tout, quand il a contrarié. À ce moment, donc, Aïdjo avait ça. Pendant son parcours de chef de parti des évolués du Nord, c'était d'abord comme ça que ça s'appelait, comme association. Ils ont créé l'association des évolués du Nord. Oui. Donc, et c'est lui qui était... Il avait donc ce problème-là. Comment pendant ce temps, il y a des infirmiers, et en plus, il y en a qui sont sortis de Foulassi, il y en a le Bongo qui sont dans les douanes, qui sont dans les... Bon, lui, sortant de la poste, il ne voyait pas. Les autres lui parlaient déjà de Descartes, il est avec ses collègues, ses autres compatriotes qui sont sortis, notamment de Foulassi, qui était d'abord instituteur, moniteur indigène, bon, pas instituteur, moniteur indigène, c'est comme ça qu'on appelait à notre époque. Donc, il était donc subjugué. Il rencontre une femme qui est cultivée, qui parlait aussi de Molière, de Descartes, il me dit que non, je meurs ici. Comme on dit, bon, il l'a pris. Il a dit non, il voulait ça. Effectivement, il a caché. Parce que
Dans leur discussion en famille, Germaine avait toujours des arguments. Et Ahidjo n'avait pas d'argument pour contrarier sa femme. Et sa femme savait qu'il y a des lignes rouges que je ne traverse pas. Il est chef d'État, il est. Maintenant, quand Ahidjo lui posait des problèmes politiques, notamment Germaine était toujours en lui disant non, mais un bémol et tout. Par exemple, même ce qui s'est passé avec le ministre qu'on avait nommé à Baham, le chef là, Neyim, voilà, Neyim, oui. Pour Germaine, non, il fallait dire que non. Comment tu fais ça? C'est-à-dire maintenant, c'était la base des monopoles et tout ça. Ahidjo était avec Kam et Samuel qui est de la localité du Germaine lui dit non. Les gars là risquent. D'abord, le petit que tu viens de mettre là, il est soutenu. Non, c'est pas bon. Tu veux les ministres, tombe-les ici. Sinon, tu ne risqueras pas. Bon. Finalement, quand il est assassiné, il s'est rendu compte que s'il avait écouté sa femme, ça aurait été bien. Il cache donc 2 événements essentiels. Parce que même sur le procès de Wandje, c'est Germaine qui lui dit n'entre pas là. Parce qu'Ahidjo était dans une logique d'islamiser le Grand Nord. Il avait d'ailleurs eu plus tard les problèmes avec Toumi. Toumi qui était là contrarié, lui a dit non, il a été jugé au tribunal militaire par la suite. Germaine lui dit non. Non, moi je suis je suis de Mokolo et tout. Il y a plein de Mundang, de Tchik qui ne sont pas vraiment laisses. Si tu entres maintenant dans, je ne veux pas que l'église catholique, voilà, vraiment. C'est donc comme ça qu'Ahidjo sort ces formules. On dit qu'il y avait le pape Paul VI et tout ça. Voilà. Beaucoup ne comprennent pas comment elle s'appelle Germaine. Abiba. Oui, je veux dire que son prénom c'est Abiba. Oui, justement, elle est germaine, elle est corse. Elle est corse au départ. Oui. Elle est corse et chrétienne et Ahidjo a maintenu ça. Oui. Il y a pas mal de chrétiens. Il y a pas mal de chrétiens à l'extrême nord. Les Mundang, les Kirdi, qui ont des prénoms, si tu veux, chrétiens. Elle n'était pas. Et ça, c'est un autre courage d'Ahidjo courage, amour, d'épouser une Kirdi, une païenne. Parce qu'à l'époque, l'islam considérait ceux qui n'étaient pas musulmans comme des kafiris. Donc, lui, il s'est imposé avec elle parce qu'il aimait vraiment. Et Germaine imposait le respect au président Ahidjo. Elle imposait, mais elle savait être femme, et rester femme pour mettre l'équilibre du foyer. Voilà. Oui. 2 choses maintenant. Il y a d'abord la démission. Lorsque vous parlez de politique, non, elle a laissé Delphine Tchanga. Je dirais là-bas vraiment, elle ne s'intéressait pas. Il se passe donc ici à Douala. D'abord la création de la caméra en 71, le port, un certain nombre de choses. Il arrive. La première contrariété, ça commence en 75, véritablement. Parce que Paul Biya est secrétaire d'État ministre, secrétaire d'État. Non, il est ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Il prépare le congrès de l'UNC de février 75 à Douala. Ahidjo voit les gens, le remous commence là, ici Vodor, Yondo Marcel et tout. Tu sais, il y avait ces intellectuels, la docteur en Cécile, Bernard Fonlong et tout. Bon, il voulait s'accaparer. Et il fait donc comment? Il donne une proposition de résolution à Paul Biya, qui lui, il est délégué au Congrès parce qu'il n'a jamais été politique, hein, qu'on ne vous trompe pas. Il y a même des gens qui ont dit qu'il a milité à l'UPC, c'est faux. C'est faux, il n'a même pas, même au sein de l'UNEC, il a participé, je pense, à des réunions seulement. Il n'a même pas voulu mettre son nom sur l'affaire de présence. Il était accompagné par Abel Inga. Donc, il était avec Toga Eli. Toga Eli n'a pas voulu mettre son nom sur l'affaire de présence. Donc, Germaine lui dit, un type ici, Ahidjo dit non, les gens là, les intellectuels exigent que le président du parti ne peut plus être président de la République. Comment je vais faire? Je vais confier ça à Paul Biya. Vraiment, il donne à Paul Biya cette proposition de résolution qui arrive ici. Et Paul Biya a eu 2 contradicteurs. Mbela Mbappé, qui était chancelier de l'université de Yaoundé, et Delphine Tchanga. Justement, Paul Biya n'arrive pas à soutenir sa motion pour que ça passe et tout. Mais en fait, on a retiré. Et les autres ont compris que, bon, peut-être Ahidjo est en train de nous piéger.
30 juin, ils nomment Paul Biya premier ministre en charge de l'économie. Au moment où ils avaient à gérer un problème anglophone, là aussi Germaine intervient. Parce qu'en créant la SONEL en 1974, on a refusé de mettre Powakam. Et Germaine n'était pas d'accord. Parce qu'elle, il y avait les Miss Ndando Ruth à l'Assemblée à l'époque, qui étaient des anglophones et tout. Elle avait, je ne sais pas, elle avait ses relations et tout. Mais il dit à Ahidjo, là, c'est pas bon. Et Ahidjo lui a caché donc quoi? Lui a caché que, en fait, Paul Biya est imposé par les Français. Il le lui a caché. Même lorsque Giscard d'Estaing arrive ici, il impose que Ahidjo mette Paul Biya successeur constitutionnel. C'est Giscard d'Estaing. Parce que dans la préparation du congrès de Bafoussam de 80, d'abord à Douala, Ahidjo refuse de mettre Biya au comité central. Donc, encore non. Justement, et j'ai envie d'écouter les autres sur cette question, Bobo Bengan. Non, j'ai envie de. Parce que c'est un élément important de son histoire, puisqu'elle a donné une interview à Alain Foka dans l'émission Archives d'Afrique, où elle évoque justement les circonstances de la démission d'Amadou Ahidjo. Dans l'interview, justement, Ahidjo lui dit un soir, si on partait loin de tout ça pour nous reposer et profiter un peu de la vie. Depuis que nous sommes mariés, j'ai l'impression d'être plus marié avec le Cameroun qu'avec toi. C'est ce qu'Ahidjo dit donc à Germaine. Et la question qu'elle pose à son mari, c'est de savoir et qui te remplacerait. Et donc Ahidjo dit ce ne serait plus mes affaires, car le pays est à présent doté d'institutions suffisamment solides pour que ces messieurs et dames puissent très bien se débrouiller sans moi. C'est ce que Ahidjo répond. Et Germaine dit, et si tu décides de partir en l'état, c'est Paul Biya, selon une disposition de la Constitution, qui te remplacerait. Et Ahidjo répond, effectivement, j'y ai pensé et assez longuement réfléchi, et c'est très bien ainsi. Il a plusieurs avantages. Il est politiquement vierge et il n'est l'homme d'aucune région. Je l'ai vu à l'œuvre et toutes ses considérations sectaires n'ont aucune espèce d'influence sur lui. C'est ce que répond Ahidjo à sa femme. Et Germaine dit, mais as-tu pensé à ici Vandor Victor ou même à ton fidèle secrétaire général Samuel Iboa? Je les trouve tout à fait capables et même davantage charismatiques que Paul Biya. C'est ce que dit Germaine Ahidjo justement à son mari. Et Ahidjo répond, j'y ai moi aussi pensé, Haïti est un ami et un homme loyal qui se jetterait dans la benouée. Pour moi, si je le lui demandais, et à cet égard, il représente le choix le plus commode, c'est ce que répond Ahidjo, mais il est par tempérament et par nature très belliqueux et serait capable à lui tout seul de provoquer une guerre civile qui embraserait tout le Cameroun et réduisant ainsi à néant tous les efforts de l'unité nationale. Quant à Iboa, il a une phobie des Bamileke qu'il déteste foncièrement et au sujet desquels il est incapable de la moindre nuance. Or, personne ne peut gouverner cet immense pays sans l'apport des Bamileke. Voilà pourquoi Paul me paraît le seul à même de faire l'affaire, même si certains lui reprochent de prendre beaucoup trop de temps pour arriver à une décision. Ce trait de caractère me paraît plutôt représenter un atout d'un homme qui n'est pas adepte de la précipitation et qui possède tout son sang-froid dans un pays de contradiction et de diversité comme le Cameroun. C'est une grande qualité. En plus, il est loyal, dévoué et travailleur. Paul est l'homme qu'il faut. Donc voilà ce que répond Ahidjo. Oui, mais sauf que Germaine a refusé de dire la continuité là-dedans. Quand ils ont fait ça, après cette conversation, il a dit, essaye, fais un test. Quand Ahidjo appelle Biya, lui dit, je vais te confier le pays. Ils allaient d'abord, parce que généralement, Ahidjo s'est soigné en Suisse. Et cette année 82, il s'est soigné à Nice, en France. Et on a aménagé d'ailleurs un service de pédiatrie pour qu'il se cache. Il a dit, fais un test. Il a appelé Paul Biya, lui a dit, voilà, la Constitution dit que c'est toi, voilà, je ne me sens pas bien, migraine et tout. Est-ce que tu es prêt, vraiment? Paul Biya n'a pas fait 10 secondes. Quand il allait l'air, il a dit oui. Et Germaine est retourné, il a dit, je t'ai dit, ton gars si. Voilà, c'est que tu voilà, dans Germaine, il n'a pas lui a dit que ton gars si n'est pas sérieux. Il lui a dit cache. Mais maintenant, justement, c'est midi, il lui a caché que Mitterrand il était d'abord sous pression de la France. Parce qu'on choisit Paul Biya ici, à Douala en 1975. Nous avons des amis architectes qui étaient venus ici. Avec nos amis qu'on avait en France, si vous voulez, ils sont arrivés. Quand il arrive,
il nous dit, vos frères nous disent qu'il y a un événement terrible qui va arriver ici. Non, c'était un regard. Quand la démission d'Ahidjo arrive donc, et là où il se rend compte qu'on était au courant, donc la démission d'Ahidjo avait été enregistrée 2 semaines avant au Quai d'Orsay. Et Ahidjo, la France menaçait de faire un coup d'État. Et ça, il n'avait pas dit ça à madame. D'accord. Edouard King, est-ce que vous avez évoqué ce sujet-là avec Germaine Ahidjo? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit lorsque vous avez rencontré sur ce sujet? Qu'elle n'était pas d'accord avec l'avènement de M. Biya. Mais seulement M. Ahidjo estimait que Biya pourrait faire l'affaire. La réponse qu'il donnait, c'est ça. Mais lui-même, Ahidjo était persuadé que Paul Biya ne pouvait pas. Voilà, c'est ça. Mais on le lui a imposé. Ok. Donc, ce que vous dites, il n'est pas là pour veut dire que il n'est pas là pour se justifier. En fait, ils sont 5. Oui, mais ils sont 5. Et Paul Biya, quand il lui réserve ce traitement, parce que Ahidjo Biya sait quel est le comportement des gens au moins pendant 5 ans, même lorsqu'il a été Premier ministre, il sait que Ahidjo, c'est pour ça qu'il s'est comporté comme ça. Il y avait Ndam Djoya, il y avait Paul Biya, il y avait Yondo Marcel, il y avait Samuel Lebois et Aïssi Vodo. Et Aïssi Vodo, à l'Élysée, c'était les 5. C'est pour ça que Paul Biya s'est déployé pour que les 4 autres concurrents n'émergent pas. Je vous le dis donc maintenant, si vous lisez les notes de Madame Decrène, qui était la secrétaire de Mitterrand, vous verrez ça. Donc je vous donne même des sources si vous voulez. Donc, et quand Biya reste là, avec ce fameux faux coup d'État de 83, puisqu'Ahidjo n'a jamais voulu le renverser en 83. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette affaire parce que Edouard King, évidemment, l'a rencontré. Sûrement, elle lui a dit ce qui s'est exactement passé. On en parlera. Sambaka aussi avec nous dans cette émission spéciale hommage à Germaine Ahidjo, toute première dame du Cameroun. Madame, monsieur, nous revenons sur son héritage, mais également sur les questions qui sont liées au rapatriement des restes du premier président du Cameroun, mais aussi son inhumation hier par les Sénégalais dans l'indifférence totale du Cameroun. D'ailleurs, on voit très bien comment on a méprisé cette mémoire. On en parlera dans cette émission. Restez avec nous sur Radio Equinox. La revue de presse à présent dans ce studio avec Jean-Paul Chouniat, première partie. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Karine Sontia, c'est un heureux plaisir de partager ce plateau avec le président Cyril Sambaka et le doyen de la presse, Edouard King. De retour dans ce studio avec vous, avec tous nos invités qui sont avec nous en studio ce matin, notamment Cyril Sambaka et puis le doyen Edouard King qui est avec nous. On parle ce matin de Germaine Ahidjo et tous les contours de son décès. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur 1984 et le coup d'État manqué. On aimerait savoir ce qui s'est réellement passé, doyen et Edouard King. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et quel est le rôle que Germaine Ahidjo a joué dans ce contexte-là? C'est une curieuse question là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment Germaine est entrée dans... Quel rôle est-ce qu'elle a joué avant et après? Non, aucun. Germaine était une modératrice qui disait... déjà, elle n'était pas d'accord du choix. Bon, mais elle était derrière son mari. Et puis, il n'a jamais été prouvé que c'est Ahidjo qui est à l'origine de ce coup d'État. C'est vrai, on l'a piégé à Monaco, Radio Monte Carlo. Il dit c'était mais les miens, ils vont gagner. Il avait dit que si c'était les siens, ils auraient réussi. Ils auraient réussi. Bon, comme ils n'ont pas réussi, c'était donc pas les siens. Il faut voir de tous les côtés. Oui. Non, il y avait des frustrations. Que quelqu'un qui te donne le pouvoir, et puis après, tout le monde a salué la transition entre Ahidjo qui a quitté le pouvoir peut-être à 5 à 8 ans, et Ahidjo qui est arrivé à 42 ans, Biya qui est arrivé à 42 ans, alors qu'Ahidjo quitté à 5 à 8 ans. Je parle sous l'autorité de Mbombo. Biya puis à 49 ans. À 49 ans, 58 ans. La transition était belle, saluée par tout le monde, même nous. Il faut dire qu'avant que Ahidjo parte, il avait déjà cristallisé quelques mécontentements. On ne peut pas faire 25 ans et être toujours le bon pasteur.
il y a toujours des petits problèmes. Mais Biya, on ne le connaissait que dans son aspect jeune, dans son aspect shogar. On ne le connaissait pas dans les faits. Et les journalistes savaient que bon, c'était un homme de dossier. Pour lui rendre justice, je sais que à mon bureau est tombée un jour une lettre de Biya à un propriétaire terrien du côté de Bassa qui lui proposait des hectares pour saluer son avènement. Et il a répondu que je vous remercie, mais pour des raisons bien compréhensibles, je ne peux pas accepter votre offre. Ça, c'était le Biya d'avant, qui a donné l'impression, avec le renouveau, de vouloir changer le Cameroun. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est le coup d'État de 84 qui l'a changé. Oh, il ne peut pas bouleverser un homme d'État. S'il était un homme d'État, il aurait pu poursuivre sur sa lancée. Alors, il y a eu une dégradation telle que politique, sociale, économique et tout. Mais pour revenir à votre question, je ne pense pas que 84 était un coup d'Aïdjo. Pas du tout. Ce n'était pas dans son tempérament. Il a donné le pouvoir librement. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Tout le monde peut se rendre compte qu'on s'est trompé. Titi Sezoa avait défendu que après le coup d'État de 1984, Paul Biya n'a plus jamais été le même. Que c'était une bonne personne jusqu'à 1984, mais qu'après, c'était plus pareil. Disons que il a connu le syndrome du bunker. Vous savez, le syndrome du bunker, c'est que le coup d'État a fait de lui une autre personne. Vous avez vu à Douala ici, chaque fois que le président de la République arrive, vous voyez des chars que vous n'avez jamais vus. On vous dit c'est peut-être arrivé par des cargos la nuit d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'a confiance en rien. Il a peur de tout. C'est ça qu'on appelle le syndrome du bunker. Donc, Paul Biya l'a eu en 84 et ça le tient au corps jusqu'aujourd'hui. C'est une observation. Je dois dire que 84, Madame Aïdjo n'était plus ici. Et comme a dit Edouard tout à l'heure, une question comme celle-là, et Aïdjo qui répond et dit ce sont les miens, ils vaincront. Lui n'est plus là-bas. Il a dit à sa femme depuis qu'il s'en va. Il est parti. Vous voyez? Bon, maintenant, si on prend ça pour s'accrocher dessus, c'est un peu comme quand on envoie des civils au tribunal militaire. Et ça, c'est devenu une habitude. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que Aïdjo était un homme politique. Biya, c'était un fonctionnaire. Voilà la différence. Il y a une grande différence à cela, et c'est pour cette raison que le Cameroun est tombé. Parce que les fonctionnaires se sont accaparés du Cameroun. Vous voyez, tout à l'heure on lisait un journal, on dit le sous-préfet a pris 10 hectares, etc. Ce sont des fonctionnaires. Ils ne comprennent rien à la politique. C'est une raison pour laquelle, avant, on aimait bien nommer des ministres, des gens qui ont déjà fait des élections. Parce que ce sont des hommes politiques. Quand vous vous adressez aux populations, vous avez fait des élections, vous avez été candidat, heureux ou malheureux, vous avez fait des élections. Donc vous connaissez un peu les désirata du peuple. Vous savez ce que c'est que faire campagne, voilà. Convaincre les gens. Exactement, vous savez vous rabaisser. Vous savez vous rabaisser, oui, absolument. Or, Paul Biya est arrivé comme fonctionnaire avec pour seule arme son bic, c'est-à-dire sa signature. Vous voyez? Et les fonctionnaires s'en sont réjouis maintenant pour devenir plusieurs Paul Biya. Chacun à son niveau, avec son bic et sa signature. C'est pour cette raison que le pays ne marche pas. Parce que nous qui avons vécu la période de 72 à 82, nous pleurons. Parce qu'à partir de 92, Aïdjo s'était transformé, s'était métamorphosé. Le problème de l'UPC ne se posait plus. Et il a pensé essayer de rattraper avec le programme de l'UPC et ce que lui-même il a ajouté, transformer le Cameroun. Moi, je vous dis, vous êtes des journalistes. Non, mais on comprend bien la chronologie des événements. Ça veut dire que
au lendemain de l'exécution du dernier épiciste armé qui est Enes Ouandié, Ahidjo estime que la menace n'est plus présente et que maintenant il se concentre sur le Cameroun. Il faut bâtir. Oui. Or, il s'avère que de tout ce qui a été bâti en 10 ans, n'est-ce pas, a été déconstruit aujourd'hui, au point où il n'y a que des séquelles, il n'y a plus de traces de l'envol que le Cameroun avait pris. Sur le domaine agricole, on ne s'était pas des slogans creux. Non. Le Cameroun n'est pas des slogans creux. Quand on dit comice agro-pastoral, et la ville, et les planteurs, et tout le monde était mobilisé pour que ce jour-là, 2 ans après, qu'on dise que nous étions les meilleurs. C'est-à-dire que le culte de l'excellence. Et je dois dire, Bonbon Bégan l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai. Il y avait 5 personnes, n'est-ce pas, qui étaient sur le collimateur. Et je dois vous dire qu'en 1981-82, en janvier, on chassait, Ahidjo chassait Adamou Ndamdioya du pouvoir. Parce qu'il était l'un des prétendants. Bon, et rigueur et moralisation, c'est lui qui l'avait conçu. Oui. Vous voyez? Et je pense, et je suis sûr de ce que j'ai dit, il ne l'avait pas remis. Parce qu'il voulait avoir des garanties que c'est lui. N'est-ce pas? Oui. Et il n'avait pas remis les dossiers de rigueur et moralisation parce que c'est le travail qu'il faisait à la fonction publique, c'est au contrôle des budgets de l'État. Il a donc amassé tout cela parce que la corruption commençait à prendre de l'envol. Il fallait donc éteindre tout ça. Donc d'où le programme rigueur et moralisation. Et Adamou Ndamdioya a été chassé du gouvernement en janvier et Paul Ahidjo a démissionné en novembre. Donc, rigueur et moralisation est resté un truc creux. Et je pense que de toute sa vie, Adamou Ndamdioya et Paul Biya ont toujours été des adversaires. En tout cas, il y a également... Je confirme la mouture, la première mouture du discours de politique générale prononcé à Bafoussam le 12 février 1982. Ça a duré 4h12 minutes. Était justement faite par Adamou Ndamdioya, je le confirme. Et il a dit quelque part, là-dedans, pour les 5 prochaines années, j'exige rigueur et moralisation dans le comportement des affaires. C'est quelque part là-dedans. Et justement, quand il rentre, donc il faut faire le gouvernement iranien, c'est là où, dans les trucs, Ndamdioya, justement, était parmi le comité qui préparait le 10e anniversaire de l'État unitaire. Lorsqu'il s'est jeté donc à l'eau pour vraiment que ce soit une fête, en fait, on n'a pas compris pourquoi il a été éjecté. La fête n'a pas eu lieu. Et le 21 juin 1982, Tandem Moun a conduit une délégation à la présidence pour rencontrer Ahidjo, en lui apportant son soutien. Quel soutien alors? Ça veut dire qu'en fait, il y avait crise au sein du gouvernement. C'est de ça que je vous disais tout à l'heure. Mitterrand était venu, il a commencé, il avait fait son choix. D'accord. Et on ne savait pas. On va avancer. Ndamdioya veut absolument s'accrocher alors qu'on lui a dit que c'est pas lui. D'accord. C'est vrai aussi que sur Ndamdioya, il y a que Harouna Ndioya était, on va dire, le père politique d'Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo estimant que en laissant le fils d'Harouna Ndioya, ce serait comme si il avait fait une faveur. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Si c'était qu'Ahidjo, il laissait Ndamdioya. Voilà. Mais c'est la France qui a décidé que ce serait Paul Biya. Et d'un des deux, et que Paul Biya allait être accompagné par le fils de Ndjimou, donc l'actuel sultan de Bamoun. Et c'est pour ça donc qu'il a commencé à cheminer avec lui au sein du gouvernement et tout, en écartant Ndamdioya. Si vous voulez, on peut en revenir. D'accord. On fera. La France a écarté Ndamdioya. C'est pas une émission sur. On a juste évoqué le cas Germaine Ahidjo sur cette séquence. Oui, ce qu'on a retenu. Juste pour illustrer. Ce qu'on a retenu, c'est que cette dame avait de l'influence parce qu'elle était cultivée auprès de son mari, mais ne se mêlait pas comme ça des problèmes politiques de son mari. Elle savait être discrète parce que bien éduquée. Elle savait jouer son rôle, mais elle savait conseiller son mari et s'arrêter là où il fallait s'arrêter. D'accord. Elle connaissait la ligne qu'il ne fallait pas trancher parce que son mari ne lui disait pas tout, étant un homme politique. On doit avancer sur cette émission. Alors, Edouard King, sur le rapatriement de la dépouille du président Amadou Ahidjo, vous avez évoqué la question avec Germaine Ahidjo. Le président Paul Biya a toujours dit que c'était une affaire qui concernait la famille du président Ahidjo. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qui bloquait? Justement, on en a parlé. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous en pensez, mon fils? Un homme de cette envergure
il va rentrer en catimini dans son pays. Il est là, je le vois tous les jours, je veille sur lui. Le jour où Yaoundé va accepter de faire des obsèques nationales, c'est ça qu'elle exigeait, elle va ramener le corps et qu'on lui ouvre les portes parce qu'on lui avait retiré le passeport. Je lui ai dit que sa mère est morte, elle n'a pas pu venir ici. Donc, son exigence est restée la même. Qu'on n'enterrerait pas, on ne peut pas rapatrier le corps de son mari, le corps du président de la République qui de surcroît avait donné le pouvoir à celui qui était là. On ne pouvait pas le rapatrier en catimini comme un vulgaire soudard qui rentre, dont le corps rentre au pays. Il fallait que la présidence demande officiellement et organise officiellement le retour de Aïd. Elle a fait état avec vous, je pose la question, d'échanges qui auraient eu entre les autorités camerounaises et elle? Non, c'était bloqué là. C'était bloqué, elle avait sa position. Plus tard, on a compris la position du gouvernement camerounais. C'était bloqué là, mais il y avait, disons, des échanges informels entre des plénipotentiaires camerounais et elle. Et même des chefs d'État, les Zinsou et autres. Les Zinsou a essayé, il est venu à Yaoundé plusieurs fois pour essayer d'assouplir la position camerounaise. Mais les faucons veillaient attentivement. Oui, sur cette question justement, est-ce que, parce que c'est une question qui aujourd'hui se pose, parce que au départ, c'était le rapatriement de la dépouille de l'ancien président. Maintenant, c'est le rapatriement de 2 dépouilles maintenant sur cette famille. S'il faut le faire. Sur cette famille Aïdjo et d'autres UP6 qui sont morts. Vous avez bien parlé, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Là, oui. Là maintenant, nous on ne parle plus de Madame Aïdjo qui n'a pas eu le plaisir de voir la dépouille de son mari rentrer ici, qui n'a pas eu la possibilité de retourner à son Mokolo natal parce qu'elle aurait pu choisir de rester en Corse. Donc, il est important de savoir qu'après ce régime, le Cameroun peut décoller. Le Cameroun redécollera avec tous ses fils exilés. Tous ces fils qui sont morts à l'exil. Et est-ce que vous vous rendez compte de cette malédiction? Quand vous regardez quelqu'un comme Moumié, que les Russes ont embaumé, parce qu'ils savaient qu'il rentrerait un jour dans son pays, et qu'on est parti déterrer, pour mettre l'acide dessus et le faire disparaître. Ça fait mal. Le Cameroun a besoin de se réconcilier avec lui-même. Si le président Biya ne peut pas le faire, celui qui viendra après lui est automatiquement obligé de le faire. Sinon, nous allons toujours souffrir parce que nous sommes des Africains. Nous devons faire, n'est-ce pas, une réconciliation avec tout ce qu'on a fait. Que ce soit Aïdjo, que ce soit Moumié, que ce soit les Wandji, on doit réhabiliter tous ces gens, pas faire semblant en faisant des petites lois. Mais on doit le faire même de manière coutumière. Parce que quand le chef de l'État est devenu président de la République après Aïdjo, il a fait le tour du Cameroun. Toutes les coutumes l'ont accepté, l'ont adoubé et l'ont béni. Donc ça veut dire que lui-même sait que nous avons une tradition. Nous n'avons pas que le christianisme et l'islam. Nous avons des traditions camerounaises. Nous avons des us et coutumes. Et ce sont ces us et coutumes qui nous rattrapent aujourd'hui. Regardez un peu comment est-ce que aujourd'hui les gens parlent de tribalisme. Vous pouvez me dire dans 50 ans, quand nos enfants se seront mélangés là, il y aura encore une tribu ici. Il n'y aura que des Camerounais. Alors pourquoi on n'anticipe pas? C'est parce qu'on ne connaît pas notre histoire. C'est parce qu'on ne se met pas ensemble pour prier afin que le Cameroun soit ce pays qui a été destiné à être la locomotive de l'Afrique. Vous voyez? Les gens sont là en train de s'entretuer pour rien. Je dis bien pour rien. Parce que dans 50 ans, ce serait terminé là. Il n'y aura que des Camerounais. Donc, voilà. Moi, je pense que Germaine Aïdjo, on lui a refusé le seul vœu qu'elle aurait souhaité de sa vie, c'est-à-dire rentrer avec son mari dans le nord du Cameroun, n'est-ce pas, à Garoua. Ça, c'était le vœu de son mari. Elle-même, elle s'est accrochée fort parce que
Ahidjo et sa femme ne savaient pas brader le Cameroun. Ils ne savaient pas brader le Cameroun parce que, quand vous voyez, elle insiste, elle dit c'est comme ça. C'est parce que c'est ça la règle. Un chef d'État, premier chef d'État, ne peut pas rentrer, le corps de son corps ne peut pas rentrer sans les honneurs dus à son rang. Vous comprenez? Qu'on n'aime pas. Parce que le président Biya est là aujourd'hui, si demain il s'en va, on va lui rendre ses honneurs parce que ce sont des honneurs mérités. Voilà, c'est la tradition. On ne peut donc pas enfreindre à la tradition et penser que cette dame, vous voyez ce qui s'est passé, on l'a enterrée à côté de son mari. On les a enterrés dans des cercueils, ça veut donc dire que un jour ils reviendront au Cameroun. On ne les a pas enterrés dans la tradition musulmane où on vous emballe et puis on vous met. On les a enterrés dans des cercueils en attente de leur retour au pays natal. Est-ce que les conditions dans lesquelles s'en va Germaine Ahidjo nous interpellent comme nation? Mais évidemment. Évidemment. Moi, je pense que le problème qui s'est posé ici, c'est que quand le président Biya est arrivé au pouvoir, on a enlevé de l'éducation la morale. Parce que nous avons appris ça à l'école, depuis l'école primaire. La morale, tout ça. Et quand Ndamdio était ministre de l'Éducation, il y avait l'éthique, il y avait les enseignants, les éducateurs, il y avait toutes ces notions-là qui faisaient que la nation était forte. Et que les gens voyaient du même côté. Et qu'on essayait de faire un développement équilibré. Moi, je vous dis à partir de 72, parce qu'avant 72, c'était une autre histoire. Hein. C'était l'histoire de l'UPC. Il fallait absolument que l'UPC disparaisse. Vous voyez? Mais après 72, il fallait bâtir le Cameroun. Le président Ahidjo n'a eu que 10 ans pour le faire, mais il a laissé énormément de choses, malheureusement, qui ont été petit à petit construites, parce que quand vous voyez, on prend un préfet, on va le nommer dans une grosse société technique. Hein? Comme la Sonatrel. Il y a des problèmes au Cameroun. Il y a des problèmes. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Avec tous ces enfants qui sont sortis de Harvard, machin, tout ça là, qui sont là partout, qui chôment. On prend quelqu'un qui est préfet pour aller le nommer dans une grande société technique. Il y a des choses impensables. C'est-à-dire que ce n'est pas un gâteau qu'on doit... On doit mériter un poste. Et les Camerounais sont suffisamment outillés pour cela. Ce qui fait que d'aucuns sont là, ils regardent. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les fonctionnaires. Parce que le chef de l'État n'a pas été homme politique avant d'être chef d'État. Il était fonctionnaire. Donc il est resté dans la logique de la préfectorale. Donc c'est pour cette raison que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui nous vivons comme si c'est les Noirs qui colonisent. Parce que nous sommes restés dans ce schéma du colon. Le colon blanc est devenu le colon noir. Vous voyez? Et l'administration, faite de fonctionnaires, s'est accaparée de tout. On nomme les préfets ministres, on nomme les... Ce sont des postes politiques, bon Dieu. Donc il y a des choses comme ça. Parce qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui veut voir comment ça progresse. Un fonctionnaire ne sait pas comment chercher de l'argent. Il sait seulement que si ça ne va pas, on augmente les impôts. Vous voyez? Et ça tue les entreprises. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ben c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des chefs d'entreprise qui ne s'en sortent plus. Mais le gouvernement pense que si on augmente les impôts, ça va donner encore beaucoup d'argent. Ça ne va rien donner du tout parce que les entreprises vont fermer. Voilà la vérité. Et on ne produit même pas. C'est ça. Oui, Bombok. Oui, il y a deux choses que je voudrais ajouter. La première, l'erreur ou alors la faute que la famille Ahidjo ne doit pas commettre. Parce que c'est qu'il y a Badikala et Aminata. Ils vont peut-être chercher à rapatrier les corps de leurs femmes. S'ils le font, ce sera une faute grave. Et pour eux, je vais dire la famille Ahidjo, et pour le Cameroun, ce sera une malédiction qu'ils vont laisser d'abord sur leur famille, au moins sur 8 générations. Pour le Cameroun, alors c'est très grave, parce que vous avez parlé du problème de la nation tout à l'heure. Si vous allez en Europe, les endroits les plus aménagés sont des cimetières. Mais regardez ce qui se passe chez nous. Vous avez l'impression que non. J'ai dit c'est une faute grave. Si Aminata et Badika s'engagent à rapatrier le corps comme l'exige le président de la République, on est mort. Deuxième chose, à la suite du président Sambaka, Ahidjo, dans le 5e plan quinquennal qu'il avait, on n'avait pas fini parce que dans le 3e plan, il y avait eu la sécheresse au Grand Nord, on a reporté certains projets. Il a laissé une feuille de route sur 7 points au président Biya. S'il avait été un homme politique, on n'en serait pas là. Le premier point, c'est l'intensification de la politique de transformation des matières premières locales.
2. La création des complexes agro-industriels de grande surface. 3. La promotion d'une industrie lourde qui devait être facilitée par la réalisation des barrages de Songloulou et de Lac d'eau. 4. La création d'industries manufacturières compétitives contribuant à l'approvisionnement du marché local et l'accroissement des exportations. 5. La poursuite de la politique de création d'entreprises à dirigeants et capitaux camerounais. 6. La politique de décentralisation industrielle. Et 7. La révision du coût des investissements. C'est-à-dire quoi? On avait un centre universitaire à Tchang, avec des écoles comme à Mbalmayo et à Dibombari, et tout à tous les niveaux. Le centre universitaire de Ngaoundéré, pour former les techniciens et tout ça. Vous l'avez transformé en université, là-bas à l'université, je ne sais pas où se trouve le secteur agricole aujourd'hui au Cameroun. D'abord, dans le Mboui et le Ndonga Mantoum, quand on laisse Aïdjo demande à Samuel Bois de continuer cette politique agricole, Paul Biya fait un remaniement ministériel un samedi 18 juin 83. Il enlève les décisions. Alors qu'il y avait 42 000 hectares dans le Ndonga Mantoum et le Mboui, justement pour le développement du secteur agricole et la transformation locale de ces choses. Donc quand on forme les ingénieurs agronomes à Tchang, ce n'est pas une idiot. Et les secs de Douala, à la longue, les produits ESSEC, on devait trouver une passerelle pour les mettre dans la fonction publique en complément de ceux qui sortaient de l'ENAM. Parce que l'ENAM, c'était des fonctionnaires. Et l'école, donc l'ESSEC de Douala, allait donc renforcer cela. Mais jusqu'aujourd'hui, les produits ESSEC, bon, si on ne les recrute pas dans le privé, ils sont au chômage. Donc, il n'y avait plus. Quand on est donc politique, on sait à quoi ça sert. Quand on est fonctionnaire, on étudie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'il crée le RDPC à Bamenda en 84, il met un article pernicieux, l'article 184 du règlement intérieur. Tous les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques et tous ceux qui ont rang et prérogatives de chef service d'administration publique sont astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, même les entreprises ne savent pas. Donc, ces fonctionnaires ne peuvent pas, par exemple, savoir que nous devons avoir les barrages hydroélectriques pour l'industrialisation du pays et parler ça comme ça. Quand le JICAM, le MECAM les appelle en disant « venez, alors on cause ». Comment on va industrialiser le pays? Non, on dit que paye d'abord les impôts, sinon on ferme. D'accord, d'accord. Edouard Kingué, sur cette question de la réconciliation qu'on devrait avoir avec notre passé, comment on peut réussir d'allier notre passé à notre présent aujourd'hui? C'est formidable l'image que le président Sambaka a donnée là. C'est exactement cela. Pour que la mort de Germaine serve à quelque chose, il faudrait faire table rase et rapatrier notre mémoire. Notre mémoire est en souffrance à l'étranger. Pas seulement à Iyo, pas seulement à Germaine. La mémoire camerounaise, qui est inexistante au Cameroun, est en souffrance à l'étranger. Il faut qu'on se réconcilie, que les Camerounais se réconcilient avec eux-mêmes, qu'ils puissent se regarder dans les yeux, se tenir par la main et pleurer ensemble, et prier ensemble, et chanter ensemble. Pour le moment, c'est un individualisme féroce, forcené pour un enrichissement innommable. Comme disaient les putschistes de 84. Tout est fait pour que les gens s'en mettent plein les poches et s'en aillent. Donc, votre question renvoie à la préoccupation essentielle des Camerounais. Ça va s'arrêter quand? La dégringolade va s'arrêter quand et où? Pour qu'on puisse recharger nos batteries. Alors, pour recharger nos batteries, c'est d'abord culturel. Il faut qu'on se reconnaisse Camerounais. Voici un pays extrêmement riche d'hommes, de compétences, de ressources. Tout est bradé, même les compétences, même les hommes. Puisqu'on continue à nommer un fonctionnaire
nourri à la mamelle de la présidence, président directeur général de GECAMINE. Il est directeur général. Sonamine, vous voulez dire? Celui qu'on vient de nommer là, Mougère. Il est quoi? PCA. PCA. C'est pour faire quoi? Il n'y a pas une vision. Et déjà même ces gens qu'on nomme, ils n'ont pas pensé à ça avant. Ce qu'on nomme personnellement, c'est comme on te nomme pédaleur de vélo, tu n'as jamais pensé au vélo. Alors c'est quand tu arriveras là qu'on va te soutenir pour que tu puisses pédaler. Et c'est ça qui arrive. Donc nous devons faire une révolution culturelle pour nous retrouver entre nous-mêmes. Il n'y a pas, regardez, j'ai un ami qui écrit un livre sur les militaires. Ça fait 3 tours qu'il a fait à Yaoundé pour fouiller les archives, il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous êtes allé aux archives nationales. Les fonctionnaires, même qui sont là, se tournent les pouces. Parfois, quand vous apportez un journal, il dit, donne-moi aussi un peu que je lise. C'est extraordinaire, ce pays. Pourquoi ce gâchis? Parce que le moteur de 92 a été grippé. Le 82, il n'a pas montré la voie à suivre. Il n'y a pas pensé. Est-ce qu'il avait une voix? Il n'en avait pas. C'est un fonctionnaire. Mais on lui a laissé des plans quinquennaux, on lui a laissé des objectifs comme Bomborg l'a essayé. Mais pour ça, puisqu'il était fonctionnaire, il fallait qu'il ait des personnes qui pouvaient agir sur le terrain. Oui, ben, tout à fait. Ben, les ressources n'ont pas manqué, mais c'est le choix qui est mauvais. Et l'inspiration, il fallait inspirer. C'est lui qui devait inspirer l'action. On continue, puisqu'il avait dit que c'est la continuité. Hein? Il fallait qu'on continue et même qu'on dépasse la lancée que Ahidjo avait imprimée. Bon, alors tout ça, Germaine, pour revenir à Germaine, elle se désolait de voir comment le Cameroun, ce que le Cameroun est devenu, les mauvaises nouvelles. Et à un moment donné, même elle a été fataliste, elle a dit, bon, vous avez dit qu'il y a commis une erreur, on verra ce que vous allez faire. Comment vous allez faire. Et c'est comme ça qu'elle a conclu notre conversation avec Germaine en 89, je crois. Oui, 89. Germaine a attendu 32 ans pour qu'on décide de rapatrier le corps du premier président camerounais. Elle me disait, Ahidjo ne m'appartient pas. Il appartient aux Camerounais et je suis camerounaise. Il faut que les Camerounais décident de le ramener. Ne serait-ce que, comme disait le président Sambaka, à Garoua. Si on ne veut pas faire un panthéon à Yaoundé, on n'en fera jamais. Parce qu'il n'y a pas de panthéon camerounais. Où sont nos morts? Nulle part. Où sont les réalisations des Camerounais sur le terrain? Nulle part. Je suis en train de faire un travail sur un Pangio. Savez-vous qu'on a eu un savant qui s'appelait Pangio? Il est mort comme un poulet de ferme, personne n'y a pensé. Et je vois sa femme se voir être traîne là dans la rue. C'était un grand universitaire. Et donc vous travaillez à faire, à vulgariser ce qu'il a laissé. Qui va lire? Vous faites un travail d'écriture là-dessus. Oui, mon travail d'écriture, c'est sa mémoire. Que personne ne lit d'ailleurs. Vous avez vu, la lecture est tombée, personne ne lit. On ne lit même pas. Si tu fais un travail, tu amènes là-bas, on va te demander que tu cherches quoi. Tu veux faire quoi? Tu veux faire plus que qui? Donc, les Camerounais qui ont encore un peu de force, d'énergie pour travailler, faire des recherches, ils les font en se disant que peut-être les enfants, l'avenir, les générations futures pourront en profiter. Et c'est tout. Savez-vous, l'un des plus grands, ou si vous voulez, celui qui a remplacé, qui était rédacteur en chef de la presse du Cameroun. La presse du Cameroun, c'est l'ancêtre de Cameroun Tribune. Il paraissait ici à Douala. Il existe, il est vivant. Abouder Karimou.
Bah, demande à un journaliste si tu as entendu parler d'Abodé Caribou, il va te dire non. Parce que tout renvoie à Biya. C'est lui. Alpha et Omega. L'alpha et l'oméga. Les autres ne sont rien. C'est ça le problème. Donc il faut une révolution culturelle. Il faut que les Camerounais apprennent à redevenir fiers d'eux-mêmes. Quelqu'un me disait hier que il y avait 8 bassards à l'équipe nationale quand on a gagné à 80, c'était en 84 En 90, à 90. Personne ne les a vus. On n'a pas dit il y a 8 bassards à l'équipe nationale. On a vu des joueurs camerounais qui gagnaient. Aujourd'hui, mettez 3, on les compte même. Dès que vous montrez une liste, on compte où sont les Bamliqués, où sont les Bata, où sont les Douala, etc. Voilà. Oui, moi je voudrais dire quelque chose. Oui. Il ne faut pas qu'on oublie tout cela. C'est aussi bon pour le devoir de mémoire. Parce que Madame Germaine Aïdjo, c'est elle qui a été en droit du corps de son mari. Elle avait dit solennellement que ses droits, elle les transfère à l'État du Cameroun. Elle avait transféré ses droits à l'État du Cameroun, à condition qu'il y ait des obsèques dignes de ce nom, d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État. Voilà ce que Mme Germaine avait dit. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce que le pouvoir a fait? Il a commencé à essayer de déconstruire sa famille. La famille. Et dans la famille, on a intégré déjà 2. Ceux qui sont restés avec leur mère sont là-bas au Sénégal. Ceux qui sont venus au Cameroun sont au RDPC ou assimilés. Donc vous voyez comment on déconstruit une famille. Et ça, c'est très dangereux parce que ce que Germaine, qui était titulaire des droits, demandait, c'était que je transfère mes droits à l'État du Cameroun. Et que l'État du Cameroun organise des obsèques dignes de ce nom. Le Cameroun ne l'a pas fait. Le Cameroun a commencé à déconstruire maintenant à l'intérieur de la famille. C'est le diable qui fait ça. C'est satanique. Quand on sépare la famille... Il ne faut pas qu'on oublie cela, c'est très important à savoir. D'accord, merci de rester sur Radio Equinox, madame, messieurs. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. 656 62 22 22 670 54 70 49. Voilà les 2 numéros qui vous permettent, chers auditeurs, de partager avec nous cette émission en donnant votre point de vue par rapport aux différentes interventions que vous avez écoutées durant toute l'émission. Allô, bonjour. Bonjour, madame Karine. Bonjour, comment on vous appelle? Je m'appelle monsieur Njemi Denis. Monsieur Njemi Denis, on vous écoute. Oui, vraiment, on passe tout le temps à bavarder. Vraiment, il faut vraiment qu'on prenne l'exemple sur ce qui se passe dans notre pays voisin et tout. Il ne faut plus qu'on reste bavarder. Tout ce qu'on doit faire maintenant, on doit passer à l'action. Parce qu'on parle même de du pouvoir. C'est juste un poignet de Yaoundé qui n'était même pas 20 personnes qui ont confisqué le pouvoir. Je ne vois pas pourquoi on va rester tout le temps. Merci de nous avoir appelés, chers auditeurs. Vraiment, on ne peut pas accepter des propos à orientation tribale dans ce studio. Allô, bonjour. Bonjour, Karine. Bonjour, comment on vous appelle? Depuis Bonabéry. D'accord, on vous écoute. Oui, je voudrais ma question directement, je m'adresse directement à Chiri Sambaka, papa Chiri Sambaka. Oui, je voulais lui poser une question, parce qu'il dit que bientôt le Cameroun va décoller. Si la grande jamais le blé qui passe et que c'est le flux de pauvres qui prend le Cameroun, l'élève du Cameroun, je dis comme la France est en train de le supporter, est-ce que le Cameroun va se décoller ou le Cameroun va s'enfoncer? Voilà ma question. Président Chiri Sambaka. Oui, c'est une très bonne question. Je dois dire que, n'est-ce pas, quand je dis le Cameroun va décoller, c'est parce qu'il faut compter sur les Camerounais. Il ne faut plus compter sur les partis politiques. Les partis politiques sont là pour vous montrer ce qu'ils vont faire. Mais si les Camerounais ne se mêlent pas, on a 3,5 millions de Camerounais qui votent. On devrait avoir 10-15 millions de Camerounais qui votent. C'est ça qui va permettre au Cameroun de changer. Parce que ne comptez pas sur les partis politiques pour changer les Camerounais si les Camerounais eux-mêmes ne se mobilisent pas et ne prennent pas conscience. Or, ils vont prendre conscience et personne ne peut être au-dessus du peuple. Parce qu'on a souvent pensé que c'est la France qui décide, mais c'est parce que le peuple est amorphe.
C'est parce que le peuple observe, le peuple ne bouge pas. Le peuple ne doit pas bouger pour aller faire l'insurrection. Ça, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, le peuple doit se mobiliser pour déjà connaître le problème de notre pays. Vous avez vu le premier intervenant, il a dit des choses complètement désobligeantes parce que lui ne comprend rien à la politique. Il pense que c'est les Yaoundé, c'est ceci, c'est cela. Dans 50 ans, il n'y aura pas de Yaoundé, il n'y aura pas de Bamileke, il n'y aura que des enfants qui se sont mélangés. Donc, anticipons, soyons responsables. Essayons d'être citoyens. C'est ça la vérité. Parce que s'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de changement attendu. Mais si nous échouons, ce ne sera pas parce que la France a gagné, mais ce sera parce que nous avons échoué. Et si nous ne devons pas échouer, il faut qu'on commence à travailler maintenant, nos frères, nos sœurs, mobilisons-nous parce que le Cameroun a trop retardé. Après Paul Biya, il faut que le Cameroun décolle. Et si tous les Camerounais sont d'accord avec ça, depuis les communes jusque dans les grandes villes, les choses vont marcher. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Oui, je m'appelle Jean-Mathieu. D'accord, on vous écoute, monsieur Mathieu. Oui, j'aimerais intervenir parce que le sujet est vraiment trop passionnant. Mais mon avis est le suivant. Les Camerounais, nous sommes instruits. Alors, nous sommes pour beaucoup instruits. Mais combien sont-ils éduqués? Je vais passer par ceci. L'éducation, si un Camerounais est éduqué, il ne peut pas soutenir le régime en place. Première des choses. Parce que, vu ce que vous détaillez, vraiment, je vous demande, pour couper, pour être moins long, je demande aux intellectuels de passer leur propre révolution à la population, au bas peuple. Comment? On a vu dans les pays développés, ça ne se passe pas des tracts. C'est-à-dire un sujet développé doit être mis à nu au bas peuple, aux populations, dans la rue, en ville, partout, dans les villages, dans les communes même, avec des tracts. On dit le sujet Aïdjo par exemple. Où est-ce que le Cameroun devrait être avec Aïdjo, comme par exemple? Où est-ce que le Cameroun s'en trouve aujourd'hui avec Biya? Qu'est-ce qui a fait défaut? Nous sommes pour beaucoup instruits mais pas éduqués. Donc je voudrais que vous fassiez un travail vous-même, comme vous l'avez commencé, d'éducation. Sans vous arrêter seulement aux médias, parce que parfois les ondes nous empêchent de vous écouter. Parce qu'il y a perturbation, on n'écoute pas toujours. C'est pas tout le monde qui vous écoute. Beaucoup écoutent, mais peu sont ceux qui comprennent. Donc, il faut aussi sensibiliser par les classes aussi. Merci de nous avoir appelé ce matin. Un autre auditeur, allô, bonjour. Oui, bonjour Madame Carré. Bonjour monsieur, comment on vous appelle? Wilfried Edouard, la 4e. D'accord, on vous écoute. Ma question est à la rencontre du Mathias Sambaka. J'aimerais savoir, lorsque vous dites en studio que l'État a coupé le pont avec l'ex-première dame du Cameroun, pourtant nous observons ces enfants qui travaillent pour le régime et qui sont dans le système. Il y a l'un qui est ambassadeur itinérant et la sœur aînée par campagne constamment. On pense que, merci, on pense que c'est Sambaka. Oui, c'est pour cette raison que le pays ne peut pas avancer. Parce que vous pensez que la politique c'est la dictature. Il y a eu des enfants. Déjà, le président de la République a adressé ses condoléances à M. Badjika, qui n'est pas le fils de cette dame qui est décédée. Elle a des filles qui sont restées avec elle jusqu'à sa mort au Sénégal. On ne leur a pas adressé les condoléances. On a adressé à celui qui n'est pas le fils. Deuxièmement, on dit qu'il y a deux qui sont... Mais vous voulez faire quoi? Mais il peut même avoir trois et rester un seul qui reste avec sa mère. Ça ne va pas changer les choses. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont comme ça? Essayons d'être tolérants. Tout le monde, il y a des gens qui prennent l'argent et des gens qui refusent l'argent. Il y a des gens qui aiment la corruption, d'autres qui n'aiment pas la corruption. On ne va pas dire que parce que ton frère aime la corruption, alors tu es corrompu. Donc il faut quand même qu'on sait, si on veut avancer, essayons de voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons bien posé le problème. Nous avons bien expliqué les choses ce matin. Il ne faut pas que quelqu'un à la dernière minute vienne nous dire qu'il y a ces enfants qui font la campagne. S'ils font la campagne, vous-même dans votre famille, il n'y a pas de gens qui font la campagne pour les DPC. Il n'y a pas de gens qui partent prendre 5 000 francs le jour des élections. Essayons de bannir ça. Travaillons pour que les Camerounais soient en symbiose. Ne les divisons pas davantage. Merci, Président Sambaka, Madame, Monsieur. Merci également à Edouard King, Ed King, ce matin d'être venu. Une mémoire. Merci beaucoup, Ed King, d'être venu. Oui, merci beaucoup. Président Sambaka a été admirable. Il a dit des choses. Mbombok était en soutien. Et je vous félicite pour votre émission et je serai toujours disponible chaque fois que vous le voulez bien. Voilà, on rappelle, éditorialiste au quotidien Le Messager. Madame, Monsieur, restez avec nous sur Radio Equinox parce que nos programmes se poursuivent. À demain, 6h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.